pendant toute la durée du déjeuner débat, de savoir quelles actions on peut mettre ensemble, on peut mettre en place pour mieux travailler ensemble et pour répondre aux nouvelles exigences du client qui reste quand même le personnage central. Bon, alors le coût global, c'est un vaste débat chez nous et donc les partenaires qui sont dans cette salle qui travaillent avec nous savent qu'on en parle assez régulièrement depuis quelques années malgré tout et qu'on essaye à chaque fois et à chaque opération importante qui le nécessite de l'approcher de mieux en mieux. Après, on sait qu'effectivement, il peut y avoir des évolutions. Le coût global, il est très important pour nos usagers par rapport à leur budget de fonctionnement, par exemple. Le coût global, il est différent en fonction d'activité que l'on fait dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des mêmes paramètres quand on est dans un EHPAD, un hôpital ou dans une école ou dans des bureaux. Bon, alors là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui sait ce qu'il veut. Donc, si le maître d'ouvrage n'est pas capable au minimum de nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité et que c'est que chacun des membres de l'équipe qui va partir sur des hypothèses, on va avoir des résultats qui ne vont pas correspondre. La définition même de ce qu'est le coût global, ça a déjà été évoqué par les uns par les autres. Et quand c'est contractuel, ça veut dire que ça s'arrête au bout de 17 ans ou 20 ans ou 30 ans. Ça veut dire qu'on s'arrange dans les clauses du contrat pour éventuellement que tout soit bien nickel jusqu'à 17 ans. Mais il y a plein de trous. On ne dit pas ce qui se passera la 18e année. Et les problèmes peuvent apparaître. Tandis que dans une opération globale, on peut penser que le maître d'ouvrage s'inquiète de la pérennité de l'ouvrage au-delà même de la période de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans en fait. C'est-à-dire qu'il y a des juristes qui sont très brillants, qui sont capables de monter l'opération de façon absolument fascinante, mais avec, comme les contrats d'assurance d'ailleurs, avec plein de petites clauses qui font que le résultat ne sera jamais engagé en réalité. Ce qu'on voit aujourd'hui de ces équipes de maîtrise d'œuvre, d'abord, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de compétences dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Voilà, quand je dis il y a beaucoup de compétences, aussi bien du côté de l'architecte que du côté des bureaux d'études et des économistes, puisqu'aujourd'hui il y a des économistes qui font partie de ces équipes-là. Donc quand on dit qu'il y a beaucoup de compétences, ça veut dire que déjà on a une assurance de pouvoir travailler ensemble beaucoup plus facilement pour qu'on ait une bonne réponse à notre programme. Voilà. Alors, finalement, c'est vrai aussi qu'on a de la compétence parce qu'on a quand même le loisir de pouvoir choisir les équipes au travers de la mise en concurrence qui est faite. Voilà. Et d'avoir aujourd'hui, depuis quelque temps, beaucoup de réponses dans cette mise en concurrence. Voilà. Pour illustrer, c'est quoi une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est quoi une maîtrise d'œuvre réussie? Moi, je vais repartir d'abord de ce qu'a dit le maître d'ouvrage et de ce qu'a dit Pierre. Et d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour montrer qu'une équipe, c'est pas une, deux personnes, c'est vraiment un assemblage de compétences. Et ça part du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on est tous aujourd'hui dans un système de coproduction. C'est-à-dire que si on veut vraiment obtenir un résultat qui soit intéressant et avec une forte valeur d'usage, une valeur d'usage marquée et une réussite dans le temps, durable et à tous les niveaux, ça démarre dès la réflexion que le maître d'ouvrage va avoir. Donc c'est bien, on est bien dans un système de coproduction. Il faut effectivement séparer les fonctions de maîtrise d'œuvre ou de concepteur des fonctions de réalisation des fonctions de maîtrise d'ouvrage. Ça nous paraît assez important et garant d'une certaine qualité. Donc de ce point de vue-là, je dirais simplement que nous on parlera de indépendance et identification. Nous ne bannissons pas le concept de PPP. La formule qui est évoquée est l'une des formules possibles, mais ne nous trompons pas de problème. Le PPP n'est pas en soi un problème. Pour nous, le problème, c'est la mainmise des trois grâces sur les PPP en France. Et je les dénonce clairement. Il y en a 3 qui se sont assurés le monopole de tous les PPP d'une certaine taille en France. Il est évident que moi, je milite fortement pour cette indépendance de l'équipe de maîtrise d'œuvre. C'est quelque chose de fondamental. Je ne vais pas parler des remous actuellement que l'on peut constater sur certaines opérations PPP, certains hôpitaux de la région parisienne. Et donc, moi, je préfère avoir affaire directement à mon maître d'ouvrage qui me paye, parce qu'il me commande et je suis à ses ordres et je lui apporte le meilleur service,
que d'être dans une équipe où celui qui va me payer n'est pas l'utilisateur final. Et en fin de compte, où je ne vais pas trouver ma place, je ne pourrai pas défendre les intérêts jusqu'au bout de mon maître d'ouvrage. Je serai quelque part inféodé à un entrepreneur, à une banque, et donc à partir de là, je n'ai plus les marges de manœuvre pour pouvoir faire correctement mon travail. Mais je pense que c'est pareil pour chacun des acteurs. Donc on est tous des maillons, on est tous des éléments à un certain moment qui avons un rôle prédominant pour arriver à ce but final. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse s'entendre, se comprendre et se respecter.